Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. 1, 2, 1, 2. I'm still standing. Yeah. La paire et danse. On la pratique à plusieurs niveaux. T'as de la peinture dans les cheveux? Ouais, je sais. Ouais, je m'en suis aperçue. Mais je pensais qu'il n'y en avait plus. Merde, on a toujours. Oui. De la blanche. Oui. Bon, du coup, ça fait cheveux blancs quoi. Ouais, mais non, parce qu'on voit que c'est pas. Ouais, c'est blanc. Ouais. Texture, ça va. Bah ouais, je peins beaucoup en ce moment. Ça se dit pas. Ça se dit pas. En fait, dans la pérédance, tu vas vraiment partager ton expérience et en même temps, tu peux donner des conseils et c'est quand même assez super, quoi. C'est quand même assez super. C'est pas du tout, c'est pas du tout le même rôle, du tout, qu'un psy avec qui vraiment tu vas faire un travail de remise en question, de questionnement, d'analyse, de machin. C'est pas du tout la même chose et quand même, la pérédance, c'est quand même vraiment assez. C'est gratifiant quand même aussi, tu vois, et on n'est pas seul et on s'aide et on se donne des conseils et voilà, effectivement, faut faire attention, faut toujours faire attention. Et en ça, je pense que c'est là où on rejoint le travail d'un psy en fait, où faut faire attention, de pas se mettre à la place de la personne, comme tu dis, mais justement, on sait par notre expérience que les choses prennent du temps et qu'il faut que les choses mûrissent et encore plus quand on a 20 ans. Alors moi, ce qui est marrant aussi, c'est que je pratiquais la pérédance avant même de savoir ce que c'était. Puisque quand j'allais dans les hôpitaux avec mon bouquin, faire des lectures ou rencontrer des patients et des soignants, à l'époque, on parlait pas encore de pérédance. J'avais pas mon diplôme, je savais pas ce que c'était. Et du coup, après, quand j'ai vu qu'il existait un diplôme, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je fais, donc autant le faire si ça peut me permettre de le faire encore plus. Après, il s'est avéré que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en France, la pérédance reste quand même très peu développée, donc même avec un diplôme, il ne s'agit pas juste d'avoir un diplôme, il s'agit après de trouver les structures, les soignants qui sont ouverts à ça, qui ont envie d'embaucher des pérédants, ça veut dire qu'ils ont envie de se remettre en question aussi. Remettre tout un service en fait. Et qui ont. Ça va aussi de pair avec avoir les moyens, l'énergie, il y a aussi beaucoup de soignants qui sont déjà sous pression dans leur boulot, donc c'est sûr que c'est pas simple de se dire on va repenser. Et pourtant, c'est ce qui pourrait amener aussi peut-être plus de. Une autre façon d'organiser le travail, une autre façon de penser le travail. Et moi, je suis persuadée que les soignants s'y retrouvent en fait quand ils le font. Et d'ailleurs, c'est les retours aussi qu'il y a de soignants qui ont mis ça en place, qui ont intégré des pérédants à leur équipe et qui constatent que ça apporte à tout le service en fait. Ouais, après, ça demande une restructuration complète du service. C'est ça. Enfin, si on le fait pas, c'est compliqué. C'est ça. C'est ça, puis c'est comment t'intègres. Souvent, les soignants aussi sont pas forcément. Ils savent pas vraiment comment s'adresser au père aidant. Est-ce qu'ils le considèrent comme un collègue? Est-ce qu'ils le considèrent encore comme un patient? Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être floues et dont il faut peut-être discuter aussi avant. Enfin, il y a plein de choses. C'est très clair en fait. Oui, c'est très clair. Elle est plutôt claire en fait. Les pères aidants sont des professionnels de santé. Pour le coup, les pères aidants aussi
s'organisent de leur côté, et il y a énormément de choses ces dernières années. Enfin, je veux dire qu'il y a une branche de la paire-aidance qui est très militante, et qui sont en train de créer ce métier-là. Ils le font aussi en partenariat avec des soignants, ils le font pas tout seuls, mais je veux dire, c'est quand même une vraie profession, en fait, qui est en train d'émerger. Oui, mais ça, oui. Après, non, mais donc je me dis dire, que niveau, je pense qu'on va y venir, oui. en fait. Bah oui. Par contre, effectivement, on a toujours ce temps de retard. Ça prend du temps, quoi. Ouais. Moi, je me suis posé la question. À un moment donné, j'avais envie d'intégrer une structure. Même, c'était un peu mon rêve. Ouais, c'était vraiment travailler dans une structure hospitalière avec des soignants. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Bon, quand j'ai réalisé que c'était extrêmement compliqué, bah, forcément, ça m'a un peu refroidi. Quand j'ai réalisé aussi à quel point les soignants étaient quand même peu sensibilisés dans l'ensemble à la paire-aidance. Et puis en fait, surtout maintenant, avec le recul, effectivement, je me dis qu'on a beaucoup de chance parce que on est complètement libre de ce qu'on dit, de comment on veut le dire, du rythme aussi, du rythme auquel on veut le pratiquer. Nous, on crée presque notre travail, quoi. Et je sais pas, je repensais par exemple à les pères aidants quand ils bossent dans une structure, au même titre que les soignants, il y a un devoir de réserve, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas... bon, nous, notre podcast, il s'appelle Ça se dit pas, donc... ça ne se dit pas. Ce serait un peu compliqué. Oui, mais on se situe pas... Oui, mais après, on se situe pas au même endroit, justement, non. Tu vois, et c'est ça qui est cool, et je pense que... Il faut des pères aidants en structure hospitalière, il faut des pères aidants dans des structures associatives, et il faut des pères aidants qui font comme nous, en fait. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai compris que c'était finalement pas pour moi. Cette forme-là. Non. Mais tu sais, moi, je me suis demandé aussi si... je me suis posé la question du DU, vraiment. Et puis, en fait, déjà, rien que... Même si c'est une petite formation, en fait, ça me stresse. Je peux plus faire ça, en fait. Encore plus depuis que je sais que je suis autiste. Tu vois, aller à la fac. Aller à la fac, voir des gens, organiser des ateliers, des machins. Enfin, je peux pas, en fait. J'ai pas envie de me refaire vivre ce stress-là. Et je vois très bien, en fait, que l'aide, elle est déjà... Tu vois, enfin, nous deux, enfin, ce que tu disais au début, en fait. On s'aide vachement à avancer et à comprendre des choses, quoi. Moi, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai compris que j'étais autiste, j'ai compris pourquoi il y avait un truc qui sonnait faux. Justement, par rapport au fait de faire des ateliers, etc., il y a toujours un truc qui me... Parce que quand même, effectivement, le DU, on te forme un peu à ça, quoi. Et il y avait j'adore, par exemple, concevoir des ateliers, le concept d'ateliers, mais ça me suffit, j'ai pas envie de les animer, j'ai pas envie de les réaliser, juste les concevoir, ça me suffit. Et après, en même temps, en intervention, on se régale, en fait. Alors, c'est compliqué pour nous, ça nous prend énormément d'énergie, mais c'est quand même... C'est pas pareil qu'un atelier. C'est pas la même chose, on est d'accord. Après, moi, des ateliers, j'en ai jamais fait, tu vois. Donc, je sais pas trop... Je pense que je me ferais plus chier en atelier qu'en intervention, c'est pas pareil, quoi. En intervention, il y a une interaction qui est... Puis c'est ponctuel. Et puis c'est ponctuel. C'est ponctuel, un atelier généralement c'est quand même régulier. Non, mais oui, voilà. C'est comme les groupes de parole. On s'est posé la question à un moment donné, c'est vrai aussi, et rétrospectivement, je me verrais pas. Enfin. Moi, je me vois pas avoir l'énergie. C'est ça demande énormément d'énergie. Parce que ça s'inscrit dans le temps aussi. Et... Ouais. Alors, ce qu'on fait, nous aussi, ça s'inscrit dans le temps, mais on a quand même plus de. Oui, nous on a une flexibilité. Oui, et puis on n'est pas, mine de rien, être père aidant, c'est aussi avoir une responsabilité face à des patients. Oui, après on a quand même une responsabilité dans ce qu'on dit. Non, mais bien sûr, évidemment. Je sais, je stresse pas mal de faire ça tout le temps, mais c'est pas pareil. Je veux dire, on n'a pas... voilà, on n'a pas des rendez-vous chaque semaine, tu vois, avec des gens qu'on suit régulièrement. On n'a pas des dates précises. Moi, ça, je pense pas que je pourrais le faire, en fait. Non, et puis, nous, c'est vrai, je pense qu'on s'ennuierait parce que finalement, dans notre façon de travailler, on est hyper créatif quand même parce qu'on réinvente à chaque fois un peu, enfin, tu vois, pour chaque épisode, c'est jamais pareil. Des fois, on va à tel endroit, des fois, on s'arrange toujours pour que le moment soit
aussi, même si c'est fatigant, même si c'est du travail, qu'il soit aussi agréable, qu'il soit aussi... Après, ça pourrait peut-être l'être aussi. Oui, mais il y aurait le côté répétitif, quoi. C'est ça. Il y aurait le côté répétitif. Bah, après, nous, on a quand même un côté répétitif, mine de rien, dans ce qu'on fait. Ouais, mais dans des trucs qu'on... Sauf qu'on est dans notre cocon, dans notre bulle aussi, où on a un fonctionnement qui roule, tu vois. Donc, Alors, nous sommes dans l'océan Pacifique. Nous voyons là un banc de raies manta qui s'achemine vers la migration annuelle. Oh, un hippocampe. Une étoile de mer déploie ses branches. Et une méduse. Méduse. Quand j'ai compris que j'étais autiste, ça m'a un peu réconciliée avec ce que je ressentais. Parce qu'à un moment donné, je me suis quand même dit, bah non, mais c'est con, attends, pourquoi t'as pas envie de faire d'atelier? Pourquoi t'as pas envie de faire de groupe de parole? Pourquoi? Enfin, alors que c'est quand même... Voilà, c'est aussi des façons d'aider les gens, etc. Et en fait, oui, j'ai compris que c'était pas dans mon fonctionnement fait que j'ai pas envie de faire ça, en fait. Oui, que ce serait peut-être pas là que tu serais le plus... Alors, je pourrais être... le plus efficace ou le plus... Je pourrais être pertinente, je pense. Mais c'est ça, je pense qu'on pourrait être pertinente. Mais ça nous fatiguerait trop. Ça nous fatiguerait trop et je pense qu'on lâcherait au bout d'un moment. Il faut qu'on s'y retrouve aussi. C'est ça. Il faut qu'on trouve aussi... Et puis le podcast, mine de rien, même si on s'adresse à des gens, il y a une distance, il y a une... Les gens les voient pas, mais... Oui, d'ailleurs, à chaque fois qu'on réalise que des gens écoutent nos podcasts, ça fait toujours très bizarre. Des fois, quand on reçoit un message de quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, qui nous dit « Ah, j'ai écouté votre épisode », et là, on se dit « Ah merde, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent, en fait. » Et que ça sert à des gens, vraiment, et que c'est génial, ça, c'est trop bien. Et puis de se dire que les gens peuvent nous écouter... chez eux, en allant faire un footing, avant de s'endormir, enfin... Oui, ça, il y a une certaine liberté, ouais, mais c'est ça. Après, dans notre vie quotidienne, c'est déjà le fait de pouvoir avoir un retour, enfin, que ce soit par rapport à nos questionnements, sur l'autisme, sur la psy, sur ce qu'on vit. Oui, puis une compréhension en fait. Une compréhension, un soutien. Ouais. Enfin, c'est quand même beaucoup plus simple d'exprimer quelque chose qu'on ressent à quelqu'un qui le reçoit, qui l'entend, qui le comprend. Quoi. Bien sûr. Ouais. Et avec qui en plus tu peux trouver des solutions pour avancer. Oui, c'est ça, c'est que du coup on avance en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est pas comme si en fait. C'est pas juste entre guillemets. Du soutien, c'est bien plus que ça en fait. C'est une évolution en fait. Le 3 biceps. Est-ce que vous faites des démarches pour faire connaître votre podcast, qui est un outil à double sens, communicant et aussi un outil de rétablissement, comme vous avez dit? Et du coup, de le faire connaître dans les structures que vous avez dit, là, les écoles d'éducateurs. Ouais, mais en fait, à côté, on fait des interventions. Oui, c'est vraiment dans les cliniques ou dans les foyers, ou dans les... on fait de la sensibilisation, en fait. Mais pour les personnels, du coup, vous faites pour les soignants, pour les personnels. Oui, par exemple, à Rech, là, la dernière, il y avait des soignants, des patients, des familles. Ah bon. Donc des fois, ça dépend des cas. Des fois, c'est que des soignants, des fois, c'est que des patients ou des familles. Et effectivement, ça complète vachement. Pour nous, c'est hyper complémentaire avec le podcast, parce que là, du coup, on a un contact direct avec les gens. Et moi, je suis toujours quand même extrêmement étonnée, parce qu'effectivement, après les interventions, il y a cette demande des soignants, et notamment des infirmiers. Beaucoup, les infirmiers viennent nous parler et sont très demandeurs, en fait.
Mais ça rejoint la discussion qu'on avait lors du dernier groupe de travail où on parlait de la question de l'écoute. Où la parole, d'une manière générale, des patients et des patientes est pas forcément disqualifiée d'emblée, mais en tout cas, elle est écoutée avec un filtre qui lui enlève de sa valeur. Ouais. Et c'est intéressant, entre guillemets, de remarquer qu'à ces interventions, les psychiatres sont quasi systématiquement absents. Une fois... les médecins, globalement, ne sont que très rarement là. T'as une poignée, t'as une communauté, en fait. Mais il faut, en fait, qu'une fois que t'infiltres les communautés, le psychiatre, tu vois, à Marseille, à Just, à Montpellier, il y en a d'autres... Non, mais là, je veux dire, quand on fait une intervention dans une structure, ils communiquent l'info à tout service. Oui. Ouais. Les infirmiers descendent, mais les médecins... Voilà. Voilà, je pense que c'est aussi quand même une... Mais je pense que ça, c'est pas dû qu'à la pérétence. C'est qu'il y a des strates dans l'hôpital, de ceux qui sont un peu les mains dans le cambouis, le terrain, tout ça, et puis des prescripteurs, en fait, qui sont décisionnaires aussi de beaucoup de choses. Et qui sont pas forcément... Enfin bon, là, je fais une généralité, j'aime pas trop. Qui sont un peu, des fois, dans l'idée qu'ils n'ont pas forcément grand-chose à apprendre, ou qui sont assez occupés, aussi, qui sont suffisamment de manière ancestrale, il y a une structure qui a fait que leur place n'est pas là. Ouais, mais c'est un manque de curiosité aussi. Oui, c'est dingue. Le décalage vient de là aussi. En fait, il y a un moment, tu vois que les choses... Enfin, ils sont... C'est ce que je dis, ils sont déconnectés, quoi, de la réalité, des avancées, Et du coup, leurs équipes sont souvent très en souffrance. Oui, c'est ça. Parce que les infirmiers, eux, sont état de crise très aigu de l'hôpital. Ils ne sont pas en capacité, en fait, de recevoir une évolution, une innovation. Mais vous avez fait les CMP ou les OP? À Montpellier, c'est les CMP En fait, ça dépend. Dans les interventions, il y a la clinique crèche, c'était intra. Mais à un moment donné, on était en foyer qui dépendait du CHU, mais là c'était extra, du coup. Donc ça dépend en fait. Parce que moi je trouve que c'est pas les mêmes. Non, c'est les mêmes personnes, mais selon si elles sont en intra et que s'ils sont en extra, c'est pas les mêmes mentalités. Non, le phénomène intra, oui. Ils sont broyés les gens en intra. En intra, c'est même pas de la survie. Donc c'est sûr que même prendre une demi-heure pour expliquer ce qu'est la pérédance, en fait, de fait, ça peut pas exister dans l'emploi du temps. Enfin, c'est là le drame, en fait. J'ai pas le intra-extra là. Intra-hospitalier, extra-hospitalier. Oui, puis en foyer, par exemple, les infirmiers ou éducateurs, ils sont vraiment en prise avec la réalité de ce que vit la personne, en fait, beaucoup plus que ils sont là pour ça. C'est vraiment de l'accompagnement, c'est le cœur du métier. Puis on n'est pas au même endroit, souvent en hospite, donc en intra, on est sur un moment souvent de crise, ce qu'on appelle. En extra, on est sur un suivi un peu soit intensif, soit pas, mais en tout cas sur du long cours, et quand la personne est en général un peu est loin de la crise, en tout cas, en général. Là, je schématise, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, du coup, le travail n'est pas du tout le même. Quand on essaye de calmer une crise ou quand on essaye de suivre quelqu'un dans les champs de sa vie. Enfin, moi, je vois, en tant que père aidant, il y a des pères aidants dans des équipes mobiles d'urgence, de crise. Moi, je travaille pas du tout pareil qu'eux. On ne fait pas le même boulot. Quand on discute, on ne fait pas le même travail. Esper Pro, ESPER, c'est les grands principes du rétablissement. Donc c'est l'espoir, le E, le S c'est soutien, le P c'est plaidoyer pour soi-même, le E c'est l'empowerment, le pouvoir d'agir, et le R c'est la responsabilisation. Moi, dans mon travail personnel, là, Isabella, j'ai besoin des soignants. Ça, je ne vais pas commencer à dire anti-psychiatrie, machin, pas du tout. Même moi, de mon point de vue personnel, par contre, je rejoins Florie et Marie pour dire que justement, on a besoin d'eux, donc que ça serait bien qu'ils soient un peu plus adaptés à tout ça, parce qu'on a besoin. Et que justement, les gens sont un peu seuls face à cette situation. Après, on a clairement du retard. Moi, je me rappelle le site, là, il y a un super site de ressources en fait, québécois, le Crémis, c'est ça? Le Crémis, en fait, donc il y a, j'avais regardé, il y a des vidéos hyper claires où tu as un psychiatre qui dit mais nous, ça fait 20 ans qu'on travaille avec des pères aidants qui sont pleinement intégrés dans le service. Et là, tu hallucines, dans 20 ans, on y sera. Il y a à peu près 10 ans de décalage au bas mot. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Je suis sortie beaucoup trop tard du lit. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Les gens cherchent de l'aide, en fait. Les gens cherchent de l'aide, ils sont un peu désemparés, ils ont confiance dans les psys, mais pas trop. Ils voient bien que c'est un peu approximatif.
C'est particulier hein, d'être dans la position où tu as des personnes comme ça qui viennent te parler, et qui presque comme si tu étais le médecin en fait. Hein. Ils cherchent auprès de toi des solutions, des informations. Alors voilà, toi tu leur dis un peu en fonction de ton parcours ce que tu peux leur dire. Après, t'es pas un médecin non plus. Donc il y en a, il faut leur dire clairement que tu peux pas... tu vas pas diagnostiquer leur enfant, tu vois, surtout à distance en plus. Mais ouais, et puis l'idée c'est de transmettre aussi aux gens de pas baisser les bras, de voilà, même s'il y a des périodes qui sont très 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 difficiles, de chercher, de pas se décourager, tout ça quoi. Mais c'est là que c'est difficile, mais c'est hyper gratifiant parce que des fois tu sens que ça marche, des fois que tu sens que tu arrives à réinsuffler du courage, de l'espoir, ça fait aussi complètement partie de la pérédance, hein, ça aussi. Aux gens, que ce soit des patients ou que ce soit des familles. Après, effectivement, c'est un peu un c'est un peu un rôle parce que, encore une fois, tant mieux si les gens ne voient pas mes failles en intervention parce que justement, à la limite, si je représente l'exemple de la personne qui s'en est sortie, tant mieux en fait, tant mieux qu'ils voient ça. Après, évidemment que c'est pas réel en fait. Alors, je me suis sortie d'un certain nombre de choses, j'ai avancé évidemment, mais voilà, les gens, des fois, je me disais, moi, en aparté, en moi-même, mais si vous saviez, voilà, il y a encore plein de choses que vous racontez, que je vis encore au quotidien. Je leur disais pas, parce que voilà, l'idée, c'est une forme de représentation. C'est vraiment cette place de personne qui a de l'expérience dans le trouble, en fait. Et dans la maladie chronique, finalement, tu vois, ça fait tellement d'années que, voilà, on est passé par tellement de schémas de thérapie, de médecins, de traitements, de recherche, tu vois, en fait, c'est ça qu'on partage, quoi, c'est l'expérience, et puis du coup, l'endurance, en fait, tu vois. Et c'est vrai que les gens, du coup, pensent que en fait, tout est résolu, machin, et qu'il y a eu rétablissement, mais non, en fait. C'est pas ça qu'on partage. C'est plutôt, du coup, en fait, on retrace, nous, notre parcours, qui est un exemple, en fait, du coup. Et effectivement, on peut orienter certaines personnes, tu vois. Mais on n'est pas là pour poser des diagnostics, on n'est pas là pour soigner les gens, en fait, et ni même là pour parler on n'est pas des exemples de guérison, en fait. Nous sommes dans le merveilleux monde de Florie. T'es con. Tellement de vie dans moi, tellement de vie dans moi. Tellement de vie dans moi. Non mais tu sais, des fois je me dis je sais pas faire des nœuds, j'ai peur des aspirateurs, je sais pas gonfler un ballon, et tant d'autres choses. De manière générale, de toute façon en psychiatrie, les soignants, ils ont du mal parfois à faire la part des choses aussi avec des patients qui sont vraiment en capacité de réfléchir et de remettre en question le soin, etc. Parce qu'en fait, c'est con, mais ils sont pas habitués aussi d'avoir des patients qui ont... qui leur donnent la réplique et qui ont du répondant. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faut leur montrer que ceux qui peuvent, d'entre nous, on est là. On est là à la fois pour nous et puis pour ceux qui peuvent pas. Et qu'on a bien l'intention d'essayer d'améliorer les choses. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cadre de toute façon pour faire ce métier. C'est-à-dire que dans le sens où il y a des structures d'accueil, il y a des gens qui sont pour que ça existe, mais il n'y a pas... comme je disais tout à l'heure, moi dans mon asso, il y a autant de pérédants que de manières de faire la pérédance. On ne la fait pas du tout tous de la même manière, même si on utilise les outils et un corps commun et des valeurs quand même communes, je trouve. Mais voilà, chacun dans sa personnalité, chacun dans son expression, chacun avec ce qu'il touche dans sa vie déjà et dans l'expérience aussi de ce qu'il vit en tant que personne concernée ou par ailleurs d'ailleurs.
Mais oui, je te rejoins, des fois, moi j'en ai marre de la santé mentale. C'est pour ça que... je sature, parce que déjà c'est mon sujet à moi, ensuite il faut que je le porte pour d'autres. Mais après, je me réveille le lendemain matin, et je rencontre quelqu'un, et on parle, et je me dis, ah oui, quand même, voilà. ça change beaucoup, quoi. Parce qu'on sent l'utilité quand même, tu vois. Complètement. C'est pas comme s'il y avait... Enfin, fou. Ouais. Mais d'où l'importance, c'est pour ça que tu disais, c'est important, les équipes de pairs, c'est vraiment important. Déjà, parce qu'on n'a pas. Je pense que quand même ça. C'est indispensable. On n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même parcours, et du coup, forcément, on n'aura pas la même portée de. Et pas toujours la même lecture. Et pas toujours la même lecture. Oui, puis et puis on peut pas tous pas tous entendre aussi les mêmes choses. Comme tu disais, il y a des réveils de. Enfin, moi, je sais qu'il y a des sujets que je préfère pas aborder. Donc, mais c'est ce qui rend, c'est ce qui remet de l'humain en fait aussi là-dedans. Et c'est pour ça que je parlais de déconnexion des médecins, c'est que j'ai l'impression que ils sont pas là pour entendre. Et je trouve que la pérédance c'est quand même le moteur de. Enfin, c'est l'écoute en fait, c'est la considération. Et que sans ça, je vois pas comment le soin est possible, je vois pas comment le rétablissement est possible aussi sans écoute et sans réelle considération de ce qu'est la personne et de ses désirs et de son inscription en fait dans une communauté et dans un environnement. Enfin, moi je sais que ce qui me tient à cœur c'est de déconstruire beaucoup de systèmes d'oppression dont il y en a un gros paquet dans le milieu psychiatrique et ça par exemple je sais pas à quel point je pourrais le faire dans une structure officielle. Je sais pas à quel point ce serait accueilli. En fait. Pour savoir, il faut le tester s'il y a une envie. Voilà. Mais je pense qu'il y a des structures qui sont à même d'accueillir ça, mais après, je peux pas parler en leur nom. Quoi. Non, mais c'est ça. Mais après, voilà. Il y a un maillage. Au-delà de ça, une fois qu'on trouve la porte d'entrée. Et du coup, vous faites, c'était juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'était aussi une création artistique, une création documentaire, mais aussi un truc qui est hyper riche, c'est de l'archivage, quoi. Aussi. Et même par rapport à notre parcours, enfin nous des fois on réécoute les premiers épisodes, on se dit putain, on était des bébés quoi. C'est frappant. Il y a eu une évolution aussi entre temps quoi. Au début on parlait beaucoup du trouble borderline et puis en fait on a réécouté et puis on s'est rendu compte qu'on parlait déjà d'autisme en fait. Plus que Vous avez commencé quand le premier ? Comment ? Le premier c'était quand ? Il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était il y a 1 an et demi. Ça ne se dit pas. À part ça, j'ai une musique de merde qui s'est lancée sur mon téléphone. Je sais pas d'où ça vient. Et elle s'arrête pas. T'entends ? Déjà que j'ai envie de me pendre, c'est génial. Voilà, ça m'accompagne dans ma balade. C'est génial. Regarde, imagine. On est sur la plage, on n'a rien à faire, on n'a rien à régler, on n'a pas de vie à gérer, d'angoisse, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de lumière, il n'y a personne. Mais tout ça, ça se dit pas. Ça ne se dit pas.